Bonjour, je suis Hakim Demaï, enseignant-chercheur au laboratoire de recherche et développement de l'EPITA. Je vais vous présenter quelques-uns des concepts de l'implémentation de Vaucanson 2. Il s'agit d'un travail conjoint avec Alexandre Durey-Lutz, également du laboratoire de recherche et développement de l'EPITA, Sylvain Lombardi, du laboratoire bordelais de recherche en informatique, et Jacques Sakharovitch, de Télécom Paris, qui est l'initiateur du projet Vaucanson. Pour commencer, qu'est-ce que Vaucanson? Quelles sont ses fonctionnalités? Quels sont ses objectifs? C'est une plateforme générale ou générique pour les automates à poids et les transducteurs. Alors par généricité, qu'est-ce qu'on entend? On entend d'abord le fait qu'on travaillera aussi bien sur les accepteurs que sur les transducteurs, c'est-à-dire aussi bien des automates qui reconnaissent des mots que des automates qui en quelque sorte font de la traduction. On travaillera bien entendu avec les expressions rationnelles, ou qu'on appelle aussi parfois les expressions régulières. La particularité de supporter des poids, si les automates traditionnels calculent vrai ou faux, eh bien la théorie peut être généralisée sur les semi-anneaux, comme par exemple l'ensemble des entiers relatifs avec les opérations usuelles, ou bien lui-même muni de l'opération min comme addition et plus comme multiplication, les fractions, les nombres réels et les expressions rationnelles elles-mêmes. Tout ça est pris en compte par Vaucanson. On veut être capable de manipuler des étiquettes qui sont bien construites sur des lettres, comme c'est la tradition, mais également des types de lettres plus riches, comme par exemple des entiers. Et puis des types d'étiquettes qui vont étiqueter donc nos transitions arbitrairement complexes. Alors ici sont cités le cas des transitions étiquetées par des lettres, mais on pourrait également avoir des transitions étiquetées par des mots, ou encore par des lettres, ou la transition spontanée, ou uniquement le mot vide, et ainsi de suite. Et toute cette généricité, on veut l'obtenir sans perte de performance. Et à cet effet, Vaucanson est implémenté sous la forme d'une bibliothèque C++ qui est paramétrée, qui utilise grandement le mot-clé template, la programmation par patron de classe, et tout ce qui est polymorphisme dynamique est exclu. Donc en quelque sorte, Virtual est éliminé, interdit dans la partie bibliothèque statique C++ de Vaucanson. Puis bien entendu, pour obtenir des performances, il nous faut des structures de données qui soient bien choisies et puis des algorithmes qui soient efficaces. Cela dit, et c'est probablement une des différences les plus significatives avec Vaucanson 1, on voudra de la flexibilité. Tout ce qui a été perdu par la rigidité euh, que à laquelle nous sommes contraints par notre volonté d'utiliser la programmation par template pour obtenir de bonnes performances, eh bien toute cette flexibilité, on veut la rendre à l'utilisateur sous la forme d'une deuxième API, une deuxième interface qui sera au-dessus de cette bibliothèque. Euh, pour pouvoir utiliser cette API, cette interface qui est dynamique, eh bien on prendra appui sur un système de typage conçu pour les automates, les expressions rationnelles et toutes les entités qui apparaissent dans vos cançons. Puis enfin, pour l'utilisation la plus simple, on a une troisième API, une troisième interface, directement sous la forme d'outils accessibles depuis le shell. Cet ensemble d'outils s'appelle TAFKit. TAFKit, donc, qui va nous servir à faire un petit tour des différentes fonctionnalités offertes par la plateforme Vaucanson. Alors d'abord, les entrées-sorties, puisqu'on va manipuler des automates, on va vouloir les produire, on va vouloir les lire, en écrire, etc. Ici, cet exemple utilise le format bien connu de GraphViz, le langage DOT, puisqu'un automate, c'est un cas particulier de graphe. On a utilisé le langage DOT pour décrire nos automates. Alors imagine, ici, on voit un automate, en quelque sorte, ici sur le dessin. Vous voyez un automate où l'état initial serait 0, l'état final serait 1, avec comme particularité pour marquer le fait que 0 est initial, le fait d'avoir un état i qui pointe sur lui, et pour marquer le fait que 1 est un état final, un état subliminal qui n'existe pas vraiment, f, vers lequel pointe une transition spontanée depuis 1. Ces deux transitions spéciales de i vers 0 et de 1 vers f, vous les retrouvez ici. D'une part, la transition de i vers f, et d'autre part de i vers 0 et d'autre part de 1 vers f. Vous pouvez remarquer que la transition de 1 vers f n'est pas étiquetée, alors que la transition, ou plutôt la flèche pour l'instant, la flèche de i vers 0 est étiquetée par
chevron 1. Les chevrons dans vos cançons nous servent à marquer les poids. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est qu'ici, on a l'état initial 0 qui est marqué du poids 1. Ensuite, on a des flèches qui représentent les transitions plus habituelles. On a par exemple ici une flèche qui représente deux transitions qui partent toutes les deux de 0 et qui arrivent toutes les deux à l'état 0, mais l'une étant étiquetée par l'étiquette 0 et l'autre étiquetée par l'étiquette 1. C'est ce que l'on peut voir ici. Et puis, vous aurez compris que donc ici, on a une transition de 0 vers 1 qui est étiquetée par 1, qu'on peut découvrir ici, et deux flèches de 0 vers 1, l'une étiquetée par 0, qui est ici, et une autre étiquetée par 0 et 1, coefficientée par 2, ici. Alors, cette chose-là, si en termes d'expression rationnelle avec poids, est un automate, si 0 est pris comme état initial et 1 comme état final, est un automate qui reconnaît et calcule l'expression rationnelle pondérée ici présente. Pour vos cançons, on se servira donc de ce format non seulement pour produire les résultats, mais également en entrée. Et par conséquent, puisque vos cançons utilisent des automates de type très différents, ici on a un automate qui est étiqueté sur Z et qui a la particularité d'utiliser 0 et 1 comme alphabet, eh bien on va vouloir mettre des informations supplémentaires pour typer nos automates. Ceci est fait par un champ supplémentaire, ignoré par Gravis, donc ça s'affiche parfaitement bien, un champ supplémentaire qui définit le contexte de l'automate. Alors le contexte ici est un lal char 01Z, ce qui signifie lal, labels are letters, c'est-à-dire que nos transitions sont étiquetées par des lettres. Ensuite on précise que ces lettres sont implémentées sous la forme de caractères. L'implémentation dans la bibliothèque, ce sera le type char du C++, et ces caractères, ce sont 0 et 1. Enfin, on précise que nos transitions auront pour poids des éléments de Z. Donc finalement, l'al char 01Z nous dit que les transitions peuvent être vues comme étant des fonctions de l'ensemble 0,1 vers Z. Alors, si vous donnez ça à vos cançons, plus exactement à Tafkit, eh bien, la première des choses que vous pouvez faire, c'est simplement de lui demander de nous afficher ce qu'il a lu. Donc la commande ici, VCSN, vos cançons, c'est la commande unique de manipulation de tous les outils qui sont dans Tafkit. VCSN est suivi d'une commande, ici cat, comme la commande bien connue du shell, qui fait simplement une reproduction en sortie de ce qui lui a été donné en entrée. Et ici vous pouvez remarquer, vous pouvez voir que l'automate a bel et bien été compris, que I et F ont disparu, 0 et 1 sont bien marqués comme étant des états initiaux, que la flèche unique 0,1 est bien comprise comme étant deux transitions, même si elle n'est représentée que par une seule transition, ce qui est plus visible encore dans la boucle qui est ici, puisqu'on voit que la boucle sur 0 et l'autre boucle sur 0 qui partent de 1 et vont en 1 ont bien été réunies en, quand on reconnaît 0, eh bien on lui affecte le poids 2. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec Tafkit? Par exemple, on peut faire le produit. Si vous prenez l'automate précédent et que vous le multipliez par lui-même, faire le produit d'Adamar, eh bien vous obtenez, ici je demande à Tafkit de sauvegarder le résultat dans un fichier qui s'appelle binary squared, et ce fichier on peut s'en servir pour calculer. Alors, si vous regardez comment binary était constitué, il s'agit d'un automate qui, si vous lui donnez un nombre écrit en binaire, vous calculera l'entier qui était représenté par ce mot binaire. Donc si par exemple je donne 1, 0, 1 à calculer à binary calcul 5, et ma foi, si on fait évaluer 1, 0, 1 à binary squared, on obtient bien 25, le carré du résultat précédent. Les contextes permettent de spécifier différents types d'étiquettes. Alors on a vu l'al, le premier exemple ici vous montre bien que si je demande un automate standard pour l'expression rationnelle ABCD
étiquetées par des lettres, eh bien on a des transitions qui sont étiquetées chacune par une seule lettre. Si en revanche on demande du LAW, Labels are Words, alors dans ce cas-ci, on a un automate plus simple avec une étiquette, avec une transition unique étiquetée par un mot cette fois-ci. Les poids également ont une importance. Donc, on a déjà rencontré le contexte lal char z. Voici comment on pourrait demander le calcul d'un automate standard à partir d'une expression rationnelle. Cet automate, eh bien, à nouveau, on peut lui demander d'évaluer un mot. On peut demander à Tafkit d'évaluer un mot sur un automate. En dehors de Z, à ce jour, nous supportons également les fractions. Ici, vous avez un automate comparable pour cette expression rationnelle pondérée. Et puis, on peut aller vers des systèmes plus complexes où les poids sont eux-mêmes des expressions rationnelles, puisque les expressions rationnelles sont munies des opérations plus et multipliées dont on a besoin. Il leur manque, pour pouvoir être un semi-anneau correct, il leur manque quelques fonctionnalités. Mais fondamentalement, ça vous permet quand même d'observer comment fonctionne le cas de poids plus riche. Ici, nous avons donc des transitions qui sont étiquetées par des lettres, prises dans l'alphabet ABCD, et dont les poids sont des expressions rationnelles qui sont également, qui ont également des étiquettes qui sont des lettres, prises sur E, F, G, et qui sont pondérées par des entiers relatifs, Z. Et ici, vous avez donc quelque chose qui peut être vu comme un transducteur qui va envoyer tous les A sur E, tous les B sur 2F, tous les C sur G. Et si vous évaluez, si vous traduisez A, B, B, C, vous obtenez le résultat attendu. Et si vous demandez la traduction de D, sachant que D appartient à l'alphabet d'entrée mais n'est pas reconnu par l'expression rationnelle, n'appartient pas au langage engendré par l'expression rationnelle, eh bien vous obtiendrez 0, sachant que \z est la syntaxe pour les expressions rationnelles pour dénoter l'expression rationnelle vide. Alors comment tout ceci fonctionne? La particularité, si vous avez bien regardé comment fonctionnait VCSN, le programme VCSN, c'est que parfois vous lui donniez des transitions, parfois vous lui donniez des expressions rationnelles traditionnelles sur B, d'autres fois des automates sur Z, ou encore des automates sur des expressions rationnelles elles-mêmes pondérées par Z, etc. Comment fonctionne l'articulation entre Tafkit, qui est profondément dynamique, et la bibliothèque templétée, qui est profondément statique. C'est l'objet du pont statique-dynamique. Alors, vue d'ensemble du fonctionnement de Vaucanson serait ainsi. En bleu, vous avez les parties écrites par l'utilisateur, et en rouge et rose, les parties qui sont Vaucanson proprement dit. Tout en bas, vous avez la bibliothèque statique templétée, qui est très efficace, mais pas forcément très plaisante pour l'écriture de programmes. Elle est parfaitement utilisable, probablement pas le meilleur endroit pour expérimenter des chaînes de traitement dont vous n'êtes pas sûr, mais une fois que votre chaîne de traitement est parfaitement définie, c'est absolument le meilleur endroit pour obtenir les meilleures performances possibles pour vos programmes. Ensuite, vous avez une deuxième couche, une deuxième API qui s'appelle Dynamic, qui offre à l'utilisateur la possibilité d'écrire des programmes beaucoup plus simples et qui peuvent fonctionner pour n'importe quel type d'automate ou d'expression rationnelle. L'articulation entre dynamique et statique se fait précisément par le pont. Ce pont statique-dynamique n'est pas exposé à l'utilisateur. C'est une couche, c'est une glue qui est fournie par Vaucanson. Ce n'est pas une API en soi, mais les planches qui vont suivre permettront de mieux comprendre comment se fait l'articulation entre dynamique et statique. Et puis enfin, Tafkit est un ensemble de programmes très très simples, écrits directement au-dessus de la couche dynamique, et ils sont la meilleure vitrine du confort d'écriture de traitement qui utiliserait la couche dynamique de Vaucanson. Puis, bien entendu, d'autres types d'API, d'autres types d'interfaces sont prévus, comme par exemple fournir une interface vers Python ou d'autres langages.
Alors, présentation de la couche statique. La couche statique, ces deux traits les plus caractéristiques, c'est le fait que d'une part, on a de la sûreté du typage. Le typage est vérifié à la compilation et par conséquent, le compilateur ne nous laissera pas mélanger des automates qui ne sont pas du bon type. Et puis également l'efficacité, puisqu'il n'y a aucun coût cédé à virtual ou aucun coût cédé à du polymorphisme qui pourrait nous coûter. Tout ça est complètement statique. Pour programmer en couche statique, la première des choses dont on a besoin, c'est du mot-clé template, et pour préciser qu'on va dépendre d'un contexte. Le contexte, ben, ma foi, vous en avez eu une présentation dans la première partie de l'exposé. Le contexte, comme par exemple l'al, char, z, etc., c'est ce qui va préciser quel est le type des labels et quel est le type des poids. Un contexte étant posé, on va pouvoir définir un ensemble de types, comme par exemple les automates mutables, c'est-à-dire sur lesquels on peut ajouter, rajouter des états, des transitions, etc. Les automates mutables du type contexte, qu'on appellera ensuite automaton underscore t. L'exemple qui est ici, prod et val, fait quelque chose de simple. On va prendre deux chaînes de caractères, LHS, RHS, qui seront des noms de fichiers qui contiennent des automates. Ici, on lit donc le fichier LHS en précisant qu'on veut lire un automate de type automaton T. Pareil pour LHS, ce qui nous donnera un automate L et un automate R, dont on fera le produit. Ici, le produit prod est obtenu en appelant l'algorithme produit, en précisant quel est le type de l'automate de gauche, quel est le type de l'automate de droite, ainsi que l'automate gauche et l'automate droit. Après l'obtention de cet automate produit, on appellera l'algorithme eval, d'où le nom prodeval. On appellera le traitement eval en lui précisant quel est le type d'automate sur lequel on va fonctionner et quel est le mot qu'il va falloir évaluer. Ceci nous donnera un poids, et ce poids, on va demander à l'ensemble des poids de nous l'afficher. Voilà la routine. Et comment on appelle la routine? Eh bien, comme la routine est paramétrée par un certain type de contexte, pour pouvoir l'exploiter, il va falloir fournir le contexte, ici par exemple l'al char z, et puis les trois arguments passés en ligne de commande dans l'exemple, le nom du fichier gauche, le nom du fichier droit et le texte à évaluer. Qu'est-ce que ça donne en couche dynamique? Eh bien, ça donne ceci. Sensiblement la même chose, sauf que partout où il y avait des chevrons ou du template utilisé, ça a complètement disparu. On va simplement dire que mon automate, eh bien, on va lire dans le fichier, pareil pour l'automate de droite. Pour le produit, point besoin de préciser quel était le type attendu en sortie. Pour l'évaluation, même chose, et pour l'affichage, on demande directement à W de s'afficher. L'appel, identique, absolument identique. Comment ça marche? Alors d'abord, est-ce que ça marche? La version statique marche très bien, et pour s'en servir, eh bien, utilisons d'abord TAFKit pour produire deux automates dont nous voudrions faire le produit. Alors par exemple ici je prends un automate, je fabrique un automate de A plus B en lal char B. Je prends un automate pour l'expression rationnelle A étoile, et cet automate je l'appelle A étoile, également pour l'al char B, et j'appelle la routine précédente, ou plus exactement un programme qui va appeler la routine précédente, en lui disant que je veux évaluer le produit de l'automate A plus B avec l'automate A étoile sur A. Comme vous pouvez le constater, c'est rejeté, évidemment, puisque notre programme, on l'a écrit pour l'al char Z, et on lui a donné du l'al char B. Bon, le premier avantage ici, c'est la version dynamique qui acceptera tous les types. Vous pouvez lui donner ici nos automates qui sont de type booléen et non pas sur Z, et on peut bien calculer le fait que l'intersection ici entre A plus B et A étoile contient A, mais ne contient pas B. On peut tout lui donner. Tout, ou évidemment seulement ce qui a du sens. Ici, si on voulait mélanger un automate sur Z avec un automate sur B, eh bien, puisque
l'algorithme produit exige d'avoir des automates qui sont de même type. Ici, ça ne marchera pas. Et donc, comme on peut s'y attendre, on a du dynamics, mais n'importe quelle valeur, des calculs qui n'ont pas sens ne sont pas acceptés non plus. Au total, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que notre appel, par exemple, notre appel à eval dynamique va appeler eval statique. Comment est-ce que l'appel de dynamique eval se résout en un appel à statique eval? En peu de mots, on a donc un automate dynamique, un mot dynamique qu'il va falloir évaluer, et ensuite, eh bien, l'appel à eval qui va nous retourner un poids dynamique. Comment ça se passe? Nous avons d'abord l'utilisateur qui ici appelle la version dynamique de l'algorithme eval en lui donnant deux arguments, un automate dynamique et un mot dynamique. La première des choses que va faire la routine dynamique eval, c'est de demander à l'automate dynamique son vname, c'est-à-dire son type dynamique. C'est une chaîne de caractères qui va correspondre à Mutable Automaton de l'alchar Z, qu'on a abrégé ici comme étant Z automaton. Z automaton est donc retourné à din_eval, et din_eval va interroger eval registry, qui est une table qui connaît tous les ponts pour la routine eval, tous les ponts pour toutes les chaînes de caractères qui caractérisent un type d'automate. Et donc, la routine din_eval interroge le registre pour eval en lui demandant de retourner le pont qui correspond à Z automaton, ce qui est représenté ici. Et ensuite, din_eval va appeler le pont eval bridge de Z automaton. Ce pont, il a la particularité que à gauche, il a une interface dynamique, il a la même interface que din_eval, c'est-à-dire que à gauche, il va recevoir un din_automaton et un din_word, mais à droite, étant donné qu'il connaît le type exact de l'automate, c'est un Z automate, il va pouvoir extraire du dynamique automate l'automate statique, extraire du mot dynamique le mot statique, et invoquer cette fois-ci eval statique, paramétré très exactement pour les Z automatons. L'évaluation va bien sûr nous retourner un int. Cet int, le bridge va en assurer la traduction vers la couche dynamique. Cette couche dynamique retourne à din_eval, qui la retourne à l'utilisateur. Voilà comment se fait l'appel de la couche statique depuis la couche dynamique. En code, voilà à quoi ressemble le pont. Ou plus exactement, pardon, voilà à quoi ressemble din_eval. din_eval reçoit un automate dynamique, reçoit un mot dynamique. Il s'agit bien du pont. Comment fonctionne le pont depuis la couche Comment fonctionne ce pont depuis la couche dynamique vers la couche statique? Le pont, qui vous est présenté ici, reçoit donc des éléments qui sont dynamiques, mais il est paramétré par le type exact de l'automate. Comme il connaît le type exact de l'automate, il va pouvoir demander la conversion de l'automate dynamique en sa nature statique. Il va pouvoir demander la conversion du mot dynamique en sa version statique, complètement typée. Il va pouvoir appeler cette fois-ci VCSN eval de automaton, c'est-à-dire la version statique d'eval, en lui donnant bien un automate statique, complètement templété, et un mot également statique, et obtenir un résultat statique à nouveau. Le résultat ici étant un poids, un entier dans l'exemple courant. Il ne reste plus qu'à fabriquer un poids dynamique à partir de ce résultat statique, un poids dynamique à partir d'un poids statique, ce qui se fait en invoquant makeWeight et en donnant, ce sont des détails d'implémentation, mais en donnant les informations dynamiques suffisantes pour que l'on connaisse la nature exacte du poids dynamique qu'on est en train de véhiculer.
Alors, comment tout ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne d'abord? Oui, ça fonctionne et les résultats pour Vocanson 2 sont plutôt satisfaisants. Ici, des mesures de performance, de l'élimination des transitions spontanées sur des automates qui sont les automates de Thomson pour l'expression rationnelle A optionnelle n fois. D'accord? Alors, comme on peut le remarquer, avec n par exemple ici qui vaut 1000, Vocanson 1 prenait plus de 10 minutes, là où Vocanson 2 maintenant met moins d'une minute. OpenFST reste à ce jour plus rapide, puisqu'il est capable de faire ça en moins de 2 secondes. Une autre mesure d'efficacité serait par exemple la déterminisation de Ladybird, la coccinelle. La coccinelle est une famille d'automates. Ici, vous avez le sixième Ladybird 6 qui vous est présenté, 6 états, qui a la particularité lors de la déterminisation de donner lieu à l'explosion combinatoire de n vers 2 puissance n. Vocanson 1 pour Ladybird 21, donc 21 états et, pour l'automate non déterministe initial et 2 puissance 21 états pour l'automate déterminisé. Donc la déterminisation avec Vocanson 1 prend 3 minutes, un peu plus d'une minute avec Vocanson 2 et moins d'un tiers de minute avec OpenFST. Alors, donc, quel est l'état aujourd'hui de Vocanson 2? C'est un héritier direct de Vocanson 1. On a cherché à préserver les meilleures idées qu'il y avait dans Vocanson 1 et d'introduire, de corriger ce qui était moins agréable autrefois. Ce qui se traduit par le fait qu'on a une API statique qui reste efficace mais qui est également beaucoup plus simple que celle de Vocanson 1. Elle est bien plus rapide et l'interface dynamique est complètement nouvelle. Ça se voit par exemple aussi dans le fait que les deux TAFKits, celui de Vocanson 1 et de Vocanson 2, sont complètement différents. Le TAFKit de Vocanson 1 avait une commande par contexte, c'est-à-dire que là où aujourd'hui avec Vocanson 2 on peut taper VCSN et lui donner n'importe quel type d'automate, eh bien il fallait lancer une commande dédiée, VCSN char B par exemple, si vous vouliez manipuler des automates traditionnels de lettres pondérés par des booléens. Ça c'est l'état, et vers quoi va Vocanson 2? Il nous faut les transducteurs, bien entendu, c'était une caractéristique forte de Vocanson 1, son support des transducteurs, c'est un travail en cours dans Vocanson 2. On veut avoir de la compilation dynamique, parce que si aujourd'hui TAFKit est en mesure de traiter n'importe quel type d'automate, c'est à condition que le type d'automate en question ait été précompilé. Et si par exemple vous vouliez utiliser un type de poids ou une combinaison entre des labels et des poids qui n'ont pas été déjà précompilés, Vocanson vous dira qu'il n'est pas en mesure de continuer. Ça peut être résolu par de la compilation à la volée, ce qui nous intéresse. Et puis, comme annoncé, on voudrait pouvoir se lier à d'autres environnements comme Python. Si vous avez des questions, je vous invite à venir découvrir le projet Vocanson à l'une des deux URL suivantes. Vous y trouverez des tarballs, vous y trouverez de la documentation, vous y trouverez le moyen d'interagir avec nous pour nous envoyer des questions ou, mais ma foi, pour contribuer. Merci.